D'accord. Je vous laisse vous installer si vous voulez vous asseoir. Une chaise est partie. On peut pas plus un bébé. On y va. Bonjour à tous. Pardon. Ah, ok. Bonjour à tous. Je vous remercie à mon tour d'être là pour la micro-conférence. En ce qui me concerne, c'est pas forcément un exercice dans lequel je suis très à l'aise. J'aime pas beaucoup parler en public, donc n'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort. J'essaierai de faire un effort. Ok, vous m'entendez pas, d'accord. Donc, est-ce que comme ça va? Oui. Ok. Et en tout cas, j'avais envie de faire cet effort parce que je me sens vraiment concernée par les catastrophes climatiques et écologiques qu'on nous annonce. Et je suis persuadée que c'est en nous saisissant à nos niveaux de ce sujet qu'on a une chance de faire avancer les choses. Là, ce que je vais vous proposer comme une manière d'agir, c'est d'être le changement, c'est-à-dire de commencer par nous changer nous-mêmes, par faire évoluer nos modes de vie, pour déjà réduire nos émissions de gaz à effet de serre au niveau individuel, et puis pour construire petit à petit une façon de vivre ensemble qui permette de rester en équilibre avec notre milieu naturel, dont on dépend en fait totalement pour survivre. Alors, être le changement, ça va consister à modifier beaucoup de nos habitudes quotidiennes. Par exemple, ça va être éviter de prendre sa voiture, manger moins de viande, réduire ses déchets. Et en fonction de notre mode de vie de départ, c'est des choses qui peuvent demander un véritable effort sur notre organisation, notre confort et la gestion de notre temps. Donc c'est pas si facile. Et par ailleurs, c'est assez facile à ne pas faire, parce qu'autour de nous, notre société commence à fonctionner globalement comme d'habitude. Et jusqu'ici, dans notre quotidien, pour la plupart d'entre nous, on ne ressent pas durement les effets du changement climatique. Donc malgré les messages catastrophiques qu'on peut entendre, c'est relativement confortable de continuer à vivre sans trop y penser. C'est même plus rassurant, parce qu'il faut avouer que tout ça c'est plutôt angoissant. Et quand on voit l'ampleur du problème, on peut même se demander si on a vraiment un pouvoir d'agir. On sent qu'il faudrait des décisions fortes au niveau international qui soient appliquées. Et pour le moment, c'est pas le cas. Là, c'est la COP21, ils ont décidé quelque chose, mais c'est pas appliqué. Et à côté de ça, du coup, les efforts qu'on peut s'imposer au quotidien, ça peut nous sembler vraiment dérisoire. C'est cette impression que peut-être ce que je fais sert à rien, qui est assez compliquée pour moi dans mes efforts pour changer mes comportements. Et du coup, en préparant cette conférence, j'ai cherché des chiffres qui me permettent de me faire une idée des impacts de nos changements individuels. Alors, juste pour avoir quelques repères sur nos émissions de gaz à effet de serre, ça c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français, qui est de 11 tonnes de CO2 équivalent par an. L'empreinte carbone, c'est à la fois les gaz à effet de serre qu'on émet dans nos vies de tous les jours et ceux qui sont émis pour nous pour produire l'énergie qu'on consomme ou les biens qu'on achète. Et donc cette empreinte carbone, elle est à 11 tonnes, ça signifie que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 3 planètes pour assurer notre survie. Et c'est supérieur à la moyenne mondiale qui est de 7 tonnes. Et pour atteindre le niveau des accords de Paris, qui ont été fixés pour limiter le réchauffement à 2 degrés, et on vient de voir avec Guy que c'était même pas suffisant, notre empreinte devrait être réduite à 2 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant. Donc il y a du travail. Et en tant qu'individu, est-ce qu'on peut parvenir à faire cette réduction nous-mêmes? Alors si on va très loin, en fait, la réponse est oui. Il y a des personnes qui choisissent de transformer leur vie en profondeur pour arriver à un impact écologique vraiment minime. Là, c'est une photo d'un lieu qui s'appelle la Maison Autonome.
en Loire-Atlantique, où une famille de 6 vit depuis environ 20 ans sans raccordement à l'électricité, en étant autonome avec une éolienne et des panneaux solaires. Et c'est possible parce qu'ils consomment 10 fois moins d'électricité que la moyenne des Français. Ils se nourrissent uniquement de leur potager bio, utilisent uniquement l'eau de pluie pour tous leurs usages, en l'économisant au maximum, et recyclent eux-mêmes la majorité de leurs déchets. Et des expériences comme celle-ci, il en existe d'autres, et elles sont passionnantes parce qu'elles explorent des voies nouvelles et qu'elles montrent que c'est possible de vivre en assurant soi-même la majorité de ses besoins et avec un impact minimum sur l'environnement. Et en même temps, c'est sûr qu'on ne va pas tous se mettre à faire ça aujourd'hui, du jour au lendemain. Or, pour enrayer le réchauffement climatique, il va falloir que tous on réduise notre empreinte carbone de 80%. Alors, sans révolutionner nos vies et en adaptant seulement nos comportements quotidiens, est-ce qu'on a une marge d'action? En fait, oui. Et à vrai dire, elle est plus importante que ce que je croyais avant de préparer cette conférence. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais là, je vais vous parler uniquement de quelques gestes qui sont ceux par lesquels on peut commencer parce que c'est ceux qui ont le plus d'impact. Pour ça, je me suis basée sur une étude qui a été réalisée en juin dernier par un cabinet qui s'appelle Carbone 4 et qui travaille sur des sujets liés à l'écologie. Et ce qui m'a le plus impressionné parmi les chiffres de cette étude, ce sont ceux qui correspondent à l'alimentation, parce qu'en fait, rien qu'à travers nos choix alimentaires, on peut réduire de 13% nos émissions de gaz à effet de serre. Le geste qui a le plus d'impact, c'est de baisser notre consommation de viande, c'est ce que Guy vient de nous expliquer, ça représente 10% de notre empreinte. Et ça a aussi un véritable impact de consommer bio, local, de saison, pour éviter les émissions liées aux épandages azotés et des transports et de la production sous serre chauffée par exemple. Alors c'est ce qu'on voit dans la dernière image en bas, c'est des serres chauffées de tomates en Italie. Le deuxième domaine dans lequel on peut avoir le plus d'impact, mais qui là demande d'avoir une capacité aussi à investir, c'est l'habitat. Ce que vous voyez sur la photo, c'est une maison prise en caméra thermique. Il y a une énorme déperdition de chaleur au niveau du toit et des fenêtres. Et nos maisons anciennes, ici à Moréloin et Orvanne et ailleurs, sont souvent des passoires énergétiques. Alors on peut baisser le thermostat, c'est important, et en réglant la température à 19 degrés maximum la journée et à 16 degrés la nuit, on peut déjà diminuer notre empreinte d'un peu moins de 2%. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est de faire des travaux de rénovation thermique et de changer la chaudière pour une pompe à chaleur ou une chaudière à bois. Et là, on atteint une baisse de 13%. Au niveau des transports, la première source d'émissions, et de loin, sont nos voitures individuelles. Parce qu'on les utilise tous les jours pour nos transports quotidiens. Et une voiture, si on voyage seul dedans, émet presque autant de gaz à effet de serre par passager et par kilomètre qu'un voyage en avion. Même si l'avion reste le moyen de transport qui a le plus d'impact par voyage, parce qu'on fait beaucoup plus de kilomètres avec un voyage en avion. En tout cas, dans les deux cas, on émet plus de 250 kg de CO2 par passager pour 1000 km, alors que le train, par exemple, c'est 4 kg de CO2 par passager pour 1000 km. Donc la différence est énorme, et du coup, en évitant l'avion au profit du train, et en se déplaçant à pied ou à vélo chaque fois que c'est possible, en covoiturant le reste du temps, on peut réduire encore de 8% notre empreinte carbone. Au niveau de la consommation de biens et de services, on peut agir aussi. Aujourd'hui, dans notre société, on surconsomme et on jette énormément. Sur la photo de droite, c'est un couple qui s'est fait photographier avec 4 ans des emballages générés par ses propres repas. Et tous ces emballages et tous ces objets qu'on jette génèrent des gaz à effet de serre pour leur traitement en tant que déchets, et en amont, ils en ont généré pour leur fabrication. Les secteurs qui génèrent le plus d'émissions parmi les biens et services sont les vêtements et les appareils électroménagers et high-tech. Alors si, pour ces deux secteurs au moins, on achète le moins de neuf possible et qu'on garde plus longtemps nos objets, si par ailleurs on évite nos emballages, on peut réduire encore de 5% notre empreinte carbone. Alors qu'est-ce que ça représente au total ? Alors toujours d'après la même étude, l'ensemble des gestes que je viens de citer, ça permettrait de réduire de 45% notre empreinte carbone.
Ça signifie qu'avec des actions individuelles, qui sont certes impliquantes et exigeantes, mais qui ne nécessitent pas de transformer radicalement sa vie, on a presque la moitié de notre empreinte carbone entre nos mains. Ce qui est énorme et ce qui veut dire que les efforts qu'on peut faire sont loin d'être dérisoires, comme je pouvais avoir l'impression. Et ce qui signifie aussi que ces efforts sont même indispensables, parce qu'ils représentent plus de la moitié du chemin à faire pour arriver à un niveau d'émission acceptable, et personne ne va le faire à notre place. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ben non, 45%, c'est pas suffisant pour atteindre ne serait-ce que le niveau des accords de Paris, et une action politique est aussi indispensable. Et est-ce que c'est facile? Là encore, ben non. D'autant plus que notre société, pour le moment, n'est pas structurée pour qu'on fonctionne tous comme ça. Il y a beaucoup d'endroits, par exemple, où il n'y a pas de piste cyclable pour qu'on puisse facilement circuler en vélo. Et si on veut manger bio, local, sans emballage, on n'a pas toujours les commerces qui le proposent et encore moins à un prix accessible. Donc si on essaye de changer seul dans son coin, c'est difficile. Je crois que, en fait, c'est que ces actions individuelles ne peuvent pas rester des actions individuelles. D'abord parce que ça servirait à rien d'être seul à le faire. Et décider de changer nos modes de vie quand on vit ensemble sur un territoire, par nature, c'est collectif. Parce qu'il va falloir créer des infrastructures et des services et se réorganiser pour que ces nouveaux modes de vie deviennent simples et agréables à vivre. Et sans attendre des actions politiques, en travaillant ensemble, on peut déjà construire des nouveaux modèles. Il existe beaucoup d'initiatives dans ce sens sur notre territoire. Je vais en donner quelques exemples, il y en a d'autres. Pour manger bio, local, sans emballage, à un prix accessible, il y a plusieurs AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ce sont des associations qui proposent de rassembler un certain nombre d'adhérents pour acheter collectivement une partie de sa production à un agriculteur sur l'année. Donc ça a aussi l'avantage d'assurer un revenu régulier à l'agriculteur. Ensuite, pour réduire notre consommation et nos déchets, il y a des associations Zero Waste. Il y en a une à Fontainebleau-Avon qui font un travail d'accompagnement pour changer nos habitudes, qui proposent des achats groupés de produits en vrac, comme c'est le cas là sur le festival Terre et Avenir en ce moment, et qui démarchent aussi les commerçants pour les convaincre de diminuer leurs emballages. Pour acheter ou échanger des objets d'occasion, il y a des recycleries, des trocs, des friperies solidaires, des selfs, qui sont des systèmes d'échange locaux non monétaires entre les habitants. Et pour prolonger la vie de nos objets, il existe des repair cafés. Je sais qu'il y en a un à Avon et à Champagne, je crois. À Écuelle aussi. Et à Écuelle. Où on peut venir avec un objet cassé pour que des bénévoles nous aident à le réparer. Alors toutes ces initiatives, elles permettent de faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire quand on agit seul. Elles permettent aussi de le faire d'une manière plus conviviale, qui crée des liens entre nous. Et ça veut dire qu'au lieu d'être une contrainte, ces changements qu'on fait, ça peut être quelque chose d'agréable et d'enrichissant. Alors la conclusion à laquelle j'arrive après avoir réfléchi pour cette conférence, c'est que oui, les changements individuels sont utiles et même indispensables, mais pour qu'ils aient véritablement un sens, ils ne peuvent pas rester isolés, ils ont besoin de devenir collectifs. Et c'est aussi une des raisons d'être de notre collectif qui organisant ces conférences, l'affaire du siècle ici, c'est qu'on croit que si toutes ces initiatives locales qui existent déjà se rapprochent les unes des autres, pour travailler en commun, on peut vraiment faire une différence. Et on peut commencer à construire ici le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Et je me dis que c'est même peut-être à partir de ça qu'on pourra au bout du compte obtenir des avancées politiques, parce qu'on créera les conditions pour que les décisions puissent être prises en étant soutenues par une véritable dynamique locale. Mais ça, c'est une autre histoire, et Laure vous en parlera dans la prochaine conférence. Pour le moment, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Je voudrais juste donner une précision, Gaëlle, sur ce que pour la MAP, tout à l'heure, monsieur disait que c'était un peu plus cher le bio. Ça fait 10 ans, on va fêter, en fait 11 ans, mais on fête nos 10 ans cette année, dans peu de temps. Et la MAP devenue suit les prix depuis 10 ans sur les supermarchés du coin, sur les produits. Et on peut vous dire qu'en réalité, on est en dessous des prix, alors déjà bio des supermarchés, mais on est sur des prix tout à fait compétitifs dans les AMAP
sur les produits qu'on trouve dans les supermarchés et qui ne sont pas bio. Je dirais, moi, sur les légumes en supermarché, il n'y a aucune traçabilité. Je vois pas de traçabilité. Voilà, j'achète les légumes en supermarché, il n'y a pas de traçabilité. On achète n'importe quoi. L'Afrique du Sud, très souvent de très très loin. Oui, oui, si sur le bio en supermarché, par exemple, j'ai vu des oranges Afrique du Sud, donc c'est l'Afrique du Sud. Alors, vous achetez ou vous achetez pas, au moment il y a la traçabilité, c'est déjà pas mal. Mais sur le vrac légumes et autres, vous n'avez pas de traçabilité. Non. Le jambon en nitrite. Le jambon nitrite, moi il n'y a rien qui m'indique que c'est du sans nitrite. Il n'y a pas de traçabilité de marqué sur la côté du jambon. On me dit c'est du sans nitrite, mais il est encore rose. Alors que le porc cuit, il est gris. Ils ont dû trouver un autre truc à mettre dedans. Combien il y a de choses comme ça, Un colorant rose. ouais, je veux dire, ça bouge pas, quoi, c'est des petits pas, quoi. Oui. Alors, par contre, sur la viande, moi je dirais, si je peux me permettre, il y a peut-être deux sortes de viande. Il y a la viande industrielle et la viande des pâturages, où là, il faut peut-être la préserver et ça préservera les territoires aussi. Qui sont aussi, peuvent être fournis par les AMAP, par les producteurs Absolument. locaux et tout ça. Et pas que. Absolument. Sur le marché à Champagne, il y a un charcutier traiteur qui fait une remise de 5% pour les personnes qui viennent avec leur emballage. Ah, super. D'accord, merci pour l'information. Ouais, c'est assez rare en fait, parce que souvent sur les marchés, les gens ils n'aiment pas trop les emballages parce que pour des raisons d'hygiène, etc. Donc oui, c'est une bonne information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, un commentaire. Je suis arrivé peut-être un peu en retard, mais je voulais repartir de la fin de votre présentation qui présente les différentes activités locales. Et effectivement, partir de l'individu pour après se regrouper, pour ensuite... quel moyen j'ai de retrouver toutes ces initiatives locales? Vous l'avez peut-être dit au début, désolé. Non, je ne l'ai pas dit, et c'est une très bonne question. En fait, on a l'intention, le collectif La Ferme du siècle ici, de mettre en ligne sur notre site une liste d'initiatives locales. C'est pas le cas encore, mais oui, effectivement, c'est important de pouvoir les retrouver, et c'est ce qu'on disait. Donc ça va être... Bon, après, il y en a aussi qui sont là. Voilà, Oui, voilà. on n'a pas... Ouais, il n'y a pas l'ensemble. Donc oui, on voudrait faire un inventaire et vraiment pouvoir lister tout ça. L'association Zéro Ouest avec qui on travaille aujourd'hui relie aussi sur son site les producteurs locaux, les initiatives, etc. qui permettent de se joindre à des actions. Oui. On a vraiment, voilà, et puis c'est vrai qu'on a vraiment envie de pouvoir tracer sur les sites. On a fait un travail là récemment assez important pour mettre en place quelque chose qui tienne la route et pour essayer de tracer par la suite toutes ces initiatives de manière très concrète pour qu'en fait ce que vous cherchez, vous puissiez facilement y accéder et puis que vous ayez vraiment aussi l'information sur les lieux, les endroits, les manières de rassembler les gens autour de ces sujets-là, mais voilà, de manière très pragmatique et très concrète. Parce que comme vous le disiez bien, ça part d'une démarche individuelle qui n'est pas toujours facile, mais ensemble c'est toujours plus facile. Et après, ça sera peut-être la conférence d'après. Comment on peut agir sur le collectif, c'est-à-dire comment on peut faire pression par exemple sur les supermarchés du coin. Et on le fera tous ensemble. C'est un des objets de la prochaine conférence. Voilà, c'est pour ça que je crois avoir compris ça. Petit détail en passant, pour préciser. Non, il y a encore le temps, si on veut. Pour répondre à votre question, sur le site du collectif, de notre collectif, il y a une carte Encore 5 interactive minutes, si on veut. qui s'appelle Près de chez vous. Encore 5 minutes, si on veut. Donc vous allez trouver à travers le site, lafermedusiecle.org, la carte interactive qui permet déjà de localiser tout un tas d'actions autour sur notre territoire. Oui, c'est vrai qu'on voudrait en rajouter, mais là on est déjà en lien avec une carte qui existe au niveau national et sur laquelle on a renseigné des choses aussi, qui déjà donne un certain nombre d'initiatives locales qui sont positionnées sur elle. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on passe à la prochaine conférence? Allez. Pour le timing. Merci Gaël, merci pour ta présentation.